Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de cette édition. La préservation de la paix sociale au Togo préoccupe le gouvernement. Des projets de décret ont été adoptés hier en Conseil des ministres en faveur du monde du travail dans le pays. Quelle stratégie pour la mise en œuvre du programme décentralisation et gouvernance locale Kodogol 4e phase? La question retient l'attention des différents acteurs réunis en atelier depuis ce matin à Lomé. Crise ukrainienne, le président russe a lancé une opération militaire pour défendre les séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Des réactions fusent de partout, mais Vladimir Poutine promet de répliquer à ceux qui voudraient interférer dans cette opération. Et puis sport football, le Togo fait partie des 12 nations qui vont participer à la CAN Maroc 2022 en juillet prochain. Les éperviers dames regagnent Lomé aujourd'hui après leur qualification à Libreville hier. radiolomé.tg. Le chef de l'État Faure Sozimnania Zingbe a présidé hier le Conseil des ministres au cours duquel 3 projets de décret ont été examinés et adoptés. Parmi ces textes figure le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national du travail. Le ministre de la Communication et des Médias, professeur Akoda Ayiwadan, porte-parole du gouvernement, revient sur ces textes en conférence de presse. Le Conseil national du travail est un organe consultatif. Le projet de décret met en place un organe consultatif, tripartite, il faut le préciser. C'est un organe qui va rassembler autour d'une table très régulièrement l'État, les représentants des syndicats, donc les salariés, et puis les professionnels eux-mêmes. Cette composition tripartite permet à ce Conseil national consultatif de pouvoir travailler au quotidien sur l'amélioration, notamment des conditions de travail, les questions touchant à la main-d'œuvre, à l'emploi de façon générale. Et sur ce Conseil national du travail, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. En réalité, c'est l'État, les salariés et les entrepreneurs qui gagnent, puisque l'idée ici, c'est de faire en sorte que soient pérennisées des conditions de travail les plus favorables possibles pour faciliter l'investissement, faciliter l'accès à l'emploi et booster l'économie nationale. On a ici 2 institutions qui sont créées dans le Code du travail et comme je le disais tout à l'heure, avec le Conseil national du travail, nous avons un organe consultatif. Et le Conseil national du dialogue social, quant à lui, est un cadre national permanent de dialogue social qui va avoir pour objet de travailler à la prévention des conflits sociaux, donc édicter des guides notamment, informer les entreprises sur, et former d'ailleurs, sur comment prévenir les conflits sociaux. Et en cas de survenance de ces conflits-là, ce cadre national d'animation du dialogue social peut intervenir aussi pour faciliter la résolution de ces conflits sociaux. Le CNDS peut aussi participer dans une certaine mesure à l'élaboration des textes, toujours dans cette optique de favoriser le dialogue social. Donc on a ici 2 entités qui sont différentes. Un Conseil national qui est consultatif et qui œuvre spécifiquement, ou en tout cas dans la majeure partie de son action, qui œuvre dans le domaine de l'emploi, le travail, la santé au travail, et le Conseil national du dialogue social qui va plutôt être sur la perfection du dialogue social, tant dans la prévention que dans le curatif. Autre projet de décret adopté hier en Conseil des ministres, celui relatif à la représentativité des syndicats professionnels et à l'exercice du droit de grève en République togolaise. Le professeur Akoda Iwadan est également revenu sur ce projet de décret. Le projet de décret concernant la représentativité des syndicats et les conditions d'exercice du droit de grève vient proposer un certain nombre de clarifications et également une consolidation de l'existant. Je vais prendre un exemple très simple sur les syndicats. Vous savez, un syndicat, c'est une association. Et pendant longtemps, les syndicats se créaient sur le modèle de l'association. Mais aujourd'hui, on le sait, un syndicat, c'est une association, mais une association particulière. Et à partir de là,
il faut apporter des conditions propres à ce type d'association. Le texte vise à proposer, par exemple, aujourd'hui, pour qu'un syndicat puisse être reconnu comme tel et puisse exercer, que ce syndicat-là ait un siège. Cela semble être un minimum, mais dans la réalité, on a déjà connu des syndicats qui n'avaient même pas de siège. Que le syndicat puisse avoir une transparence financière, qu'on sache comment le syndicat est financé, parce qu'on connaît les exigences aujourd'hui en termes de transparence financière de façon générale. L'effectif de ce syndicat, il faut qu'on sache, on connaisse la force du syndicat en termes de représentativité. Donc, un certain nombre de conditions particulières sur les dirigeants de syndicats. Une personne qui est à la retraite, par exemple, ne peut pas diriger un syndicat. Cela semble tomber sous le sens. Donc, le texte vient préciser ces conditions-là pour faire en sorte que l'exercice du droit syndical, notamment, puisse se faire dans un cadre plutôt actuel, qui correspond à nos réalités et qui permettent aux uns aux autres d'exercer leurs droits syndicaux. Maintenant, pour ce qui est du droit de grève, de façon spécifique, le texte l'a réaffirmé, la liberté de grève, c'est une liberté fondamentale désormais, elle est inscrite, le texte le rappelle. Mais, vous savez, dans notre pays ou même dans nos cultures, beaucoup de conflits peuvent être réglés sur la base de la discussion. Je pourrais même dire que c'est dans notre ADN. Donc dans le texte aujourd'hui, avant d'aller en grève, une négociation préalable obligatoire est inscrite. Il faut d'abord aller discuter. Il me semble même que c'est le modèle autour de nous. Il faut aller discuter pour chercher à trouver des solutions. Mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Si aucune solution n'est trouvée, l'on va maintenant aller vers le préavis pendant une dizaine de jours pour ensuite rentrer en grève. Et même en rentrant en grève, le texte propose que la discussion persiste pour que les modalités de la grève puissent être discutées par l'employeur et les représentants des salariés. Donc on a un texte comme cela qui a recherché l'équilibre et qui est en droite ligne avec ce que le gouvernement fait, c'est-à-dire faire la promotion du dialogue social, de la recherche de compromis, parce que en discutant, il est clair que des solutions peuvent émerger. Sur la question de la représentativité des syndicats, l'on peut ajouter qu'aujourd'hui, dans la constitution d'un syndicat, il y a des conditions qui sont remplies, mais évidemment, lorsque ces conditions ne sont pas remplies et que des individus posent des actes au nom d'un syndicat de fait, des sanctions sont prévues dans le texte. Et ces sanctions-là vont du licenciement, vont de l'avertissement jusqu'au licenciement, vous voyez. Donc, en marge de ces sanctions qui sont des sanctions du Code du travail, il y a des sanctions du droit commun qui peuvent se rajouter parce que ces individus troublent également l'ordre public. Ouverture ce matin à Lomé de l'atelier de planification opérationnelle du programme Bonne Gouvernance et Décentralisation avec les partenaires politiques et de mise en œuvre au niveau national. Ce programme, qui est à sa 4e phase, va appuyer ses partenaires dans plusieurs domaines, notamment la décentralisation et la déconcentration, la bonne gouvernance financière et le renforcement des capacités des collectivités territoriales. Charlotte Ahar. Cette rencontre de 2 jours vise à analyser les difficultés rencontrées et les leçons apprises dans le cadre de la mise en œuvre de la phase précédente. Elle vise également à assurer une compréhension partagée des objectifs de la phase actuelle du programme et définir la stratégie de mise en œuvre à adopter. Il s'agit aussi d'élaborer et de valider avec les partenaires le plan opérationnel du programme et de convenir d'une approche adaptée et réaliste pour la mise en œuvre des activités. Dr Omnia Abou Koura Voigt, chef du programme Bonne Gouvernance et décentralisation de la coopération technique allemande GIZ. Les principaux domaines d'appui au niveau communal, j'entends, il s'agit de renforcer les capacités de tous ceux qui sont en charge de gérer la commune. Et par gérer la commune, j'entends gérer le développement économique local de leur commune, gérer toutes les infrastructures de base existantes dans leur commune, à planifier cette gestion, à augmenter leurs recettes propres, à mieux gérer leurs finances locales, à promouvoir la participation citoyenne, donc les principaux bénéficiaires de cette gestion communale, à les impliquer à toutes les décisions qui concernent la gestion de leur commune. Les plus cruciales pour les communes,
qui ont été acquises grâce aux efforts du gouvernement togolais. À ce sujet, il s'agit du financement des collectivités territoriales. Vous n'êtes pas sans savoir que le fonds d'appui aux collectivités territoriales a été créé, il est opérationnel et il est alimenté depuis ces 3 dernières années à raison croissante au bénéfice des collectivités territoriales. À l'ouverture des travaux, le directeur de cabinet du ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, Bakaye Baobadi, représentant son ministre de tutelle, a remercié les partenaires que sont l'Union européenne et la GIZ pour leur appui constant. Il a exhorté les participants à plus d'attention au cours des travaux. Ouverture également ce matin à Lomé d'un atelier sous-régional relatif au cadre réglementaire dédié au marché des capitaux islamiques au sein de l'espace UEMOA, organisé par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Cette rencontre, qui réunit une 50aine d'acteurs et professionnels de banques venus des 8 pays de l'UEMOA, vise à finaliser les projets de texte avec la prise en compte des observations du grand public avant la soumission du dit document au Conseil des ministres de l'institution. Bossoupe Ripper, secrétaire général du Conseil. On a voulu élaborer un cadre réglementaire pour les marchés de capitaux islamiques. Parce que dans la finance islamique, vous avez la partie banque qui est gérée par la Banque centrale, vous avez la partie assurance qui est gérée par la CIMA et tout ce qui concerne les marchés de capitaux, c'est géré par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Les grands axes, c'est d'abord d'inscrire cette démarche-là avec les principes chariatiques. Sur les marchés de capitaux islamiques, contrairement à ce qu'on observe dans la finance conventionnelle, la finance classique, il y a la prohibition de l'intérêt. Fin hier à Lomé de la première réunion du comité régional de facilitation des échanges de la CEDEAO. Les 14 pays de la sous-région ouest-africaine ont planché sur des thématiques devant faciliter les transactions douanières et frontalières. Yao Kamake. L'une des conclusions phares de la rencontre de Lomé est la mise sur pied d'un bureau pour piloter ce comité. Comme mission assignée au comité, fournir des recommandations consultatives à la commission de la CEDEAO pour la mise en œuvre de tous les instruments qui visent à simplifier l'exportation, l'importation et le transit à l'intérieur de la sous-région. Amidou Tidjani Ismaël, de la direction du commerce de la CEDEAO. La facilitation des échanges, ça consiste en des mots très simples, de réduire les temps et les coûts qui sont associés au commerce transfrontalier. Comme vous savez, la CEDEAO est un espace de libre-échange. Il y a eu la suppression des barrières tarifaires, mais cela n'a pas suffi. Il faudra s'attaquer à des obstacles qui sont d'ordre informel. Ce comité aura la tâche d'éliminer toutes ces barrières non tarifaires. Le comité a fait d'importantes recommandations qui consistent à renforcer les comités nationaux de facilitation des échanges. C'est sur une note de satisfaction et d'optimisme que les différentes délégations sont réparties. Pape Djam Diop, adjoint au directeur de la facilitation du Sénégal. Nous sommes très satisfaits par tout ce qui a été entendu ici et tout ce qui a été dit. Ce fut un grand plaisir de partager ces moments avec les autres délégations. Vous savez, la facilitation des échanges est un processus. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être prises par la commission de la CEDEAO, mais aussi par les différentes délégations, donc les différents pays qui représentent les comités nationaux de facilitation des échanges. Et ces initiatives visent à encourager toutes les actions qui peuvent mener à la facilitation des échanges dans notre espace ouest-africain. Les comités nationaux de facilitation des échanges ont été exhortés à intensifier les efforts pour l'élimination des barrières douanières et frontalières. Ce communiqué de la CET, la Direction générale de la Compagnie énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle qu'en raison des travaux d'entretien sur ses ouvrages électriques, ce vendredi 25 février 2022, de 4h à 8h, la fourniture de l'énergie électrique sera susceptible de connaître des perturbations dans la ville de Lomé et ses environs. La CET rassure sa clientèle que la fourniture du courant électrique reprendra normalement dès la fin des travaux. La Direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Le journal Yasmine Adoko.
À l'étranger, tous ceux qui tenteraient d'interférer avec nous doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate. C'est la position de la Russie dans la crise ukrainienne, une position diversement appréciée par les Américains et les Européens. Clarisse Tombité. La déclaration du président russe Vladimir Poutine est passée en direct sur la télévision. Sur le terrain, une opération militaire se poursuit en Ukraine. Des tirs d'artillerie ont été entendus dans les grandes villes du pays. Face à cette montée russe, les États-Unis et l'Union européenne brandissent de lourdes sanctions contre le gouvernement de Poutine. Le président français Emmanuel Macron condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine. Il appelle Moscou à mettre immédiatement fin à ces opérations militaires. De son côté, le président américain Joe Biden dénonce l'attaque injustifiée de la Russie contre l'Ukraine. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le conflit déclenché en Ukraine par la Russie doit s'arrêter immédiatement car Moscou sera seul responsable des dommages enregistrés. Des organisations comme l'Union européenne, l'OTAN condamnent aussi cette invasion russe. Au total, une douzaine de condamnations ont été enregistrées. Mais la Russie demeure insensible à tout. Dans les territoires déclarés autonomes, les populations appellent la Russie à l'aide. Magazine agricole, la volaille a besoin de bien se nourrir pour vivre. Elle a besoin d'aliments pour grandir et se reproduire. Ces aliments doivent être en quantité et en qualité. Alors, quels sont ces éléments? Odette Pira. Comme tout être vivant, les oiseaux, les volailles ont besoin de nourriture pour leur entretien, des compositions nécessaires pour leur croissance et leur reproduction. Dr Boukaya Abdou, vétérinaire à la direction de l'élevage. Les aliments doivent être fournis en quantité, en qualité et sous la meilleure forme, vraiment de façon fréquente. La nourriture des volailles est essentiellement composée de céréales, notamment ce qu'on appelle généralement les glucides. Ça rentre dans leur composition jusqu'à entre 60-70%, même jusqu'à 80% des spéculations, notamment comme le maïs qui rentre beaucoup aujourd'hui sur notre territoire dans la consommation de la volaille. Et maintenant, il faut compléter à cela les protéines et les lipides, en tout cas composés aujourd'hui, soja, les tourteaux d'arachide, les farines de poisson. Et dans le milieu aujourd'hui traditionnel, on utilise de plus en plus les termites, les asticots, en tout cas pour pouvoir apporter des protéines aux oiseaux. À ces aliments de base viennent s'ajouter les compléments alimentaires, Dr Boukaya. Comme les concentrés, les vitamines et les sels minéraux. Et l'aliment doit être servi, surtout à mettre à la disposition l'eau. L'eau est très importante et doit être servie à volonté et fraîche et doit être propre. Jeudi prochain, nous parlerons des PTA et des BTA. Entendez par PTA, poulailler traditionnel amélioré, et BTA, bergerie traditionnelle améliorée. Les éperviers dames qualifiés pour leur première phase finale d'une CAN. La génération dorée sous les ordres de Kaito Meti regagne Lomé ce jeudi via le Bénin. Partie de Libreville, l'équipe nationale féminine a atterri à Cotonou au Bénin ce matin. Elle va rallier Lomé par voie terrestre dans les minutes suivantes. Ainsi, l'Afrique du Sud, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Maroc, le Nigeria, l'Ouganda, le Sénégal, le Togo, la Tunisie et la Zambie joueront la phase finale de la première CAN à 12 pays. Le reste de la page des sports, c'est avec Solim Lemo. Tombé de rideau ce week-end sur la première partie du championnat D1 avec la dernière journée des phases de groupe. Cette ultime journée aura pour maître mot qualification pour les play-offs pour les clubs comme Togoport, Entente 2, Unisport et AS Bina. Les clubs Ifodje, Semassi, Sara et Kakad doivent encore lutter pour le maintien. En avancée samedi, Kakad de Doufegou, 11 points moins 5, joue son maintien face au leader Asco de Kara au stade municipal de Kara à 15h. À Sakode, ASCK, déjà qualifié pour les play-offs, reçoit Ifodje dernier avec 9 points.
Pour avoir une chance de se maintenir, Ifodé doit s'imposer face à son adversaire du jour. Dimanche, toutes les rencontres débutent à 15h. Dans la zone sud, à Aneho, Bolesou reçoit Gomido. Au municipal de Lomé, Entente de Lomé, 20 points, qui caresse l'espoir de jouer les playoffs, reçoit l'AS OTR qui pourrait damer le pion aux jaunes et bleus en cas de victoire. Au stade de Kégué, Togoport a une victoire des playoffs, reçoit les habitants du ciel, Ange de Noche, déjà maintenus en D1. Puis le dernier match de la zone sud opposera à Kpalimé les Porcs épiques de Lavier, déjà relégués en D2, à Dito, actuel leader de la zone. Dans le nord, Akara, Sarah, 7e, 10 points, joue Unisport, 3e, 19 points. Un seul point sépare Ifodé à Sarah, donc Sarah n'est pas encore maintenue. La dernière rencontre opposera Semassi, 6e, 11 points, à AS Bina, qui a encore espoir de jouer les playoffs. Playoffs ou maintien, la rencontre sera explosive. La FTF devra mettre les bons arbitres pour éviter la désescalade et le public sportif doit toujours rester fair play. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg